Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a quelques temps, l'IFRI a essayé de mettre en avant un nouveau service, on va dire, de vendre un peu leurs prestations, de ce qu'ils appellent le risque géopolitique. C'est-à-dire que les entreprises françaises devraient prendre en compte le risque géopolitique quand ils s'installent dans un pays. Quel est le risque, par exemple, de s'installer en Russie, en Chine, etc. Alors le paradoxe, c'est que ceux qui vendent ça, donc par exemple comme l'IFRI, eh bien, ce sont eux qui se sont le plus trompés sur ce qui devait se passer en Ukraine ou ce qui devait se passer en Syrie. En gros, ils ne sont même pas capables de prévoir le temps qu'il a fait hier. Et donc, c'est assez paradoxal de voir ces instituts qui se sont systématiquement trompés proposer à des entreprises qui, elles, ont besoin de résultats. C'est-à-dire qu'une entreprise française, ce n'est pas comme le ministère des Affaires étrangères. On s'est aperçu que le ministère des Affaires étrangères français, par exemple, utilise l'IFRI, où le ministère de la Défense utilise la Fondation pour la recherche stratégique, non pas pour analyser et comprendre ce qui se passe et faire des prospectives, mais comme société de communication, c'est-à-dire de justifier a posteriori les décisions qui ont été prises. Donc ce qui fait que vous entendez quelqu'un comme Thomas Gomard, qui n'est pas quelqu'un de stupide, mais raconter absolument n'importe quoi. Et ou Camille Grand, je ne sais pas s'il n'est pas stupide, mais en tout cas il raconte aussi n'importe quoi. Et parce qu'en fait, ils sont là pour justifier les décisions prises par le parti, vous voyez. Et donc, alors aujourd'hui, c'est paradoxal parce que est-ce que ces instituts sont encore capables de travailler sur des éléments rationnels et qui ne soient pas idéologiques? Rien n'est moins sûr. Et confier une analyse géopolitique à l'IFRI de la part d'une société française est quelque chose d'extrêmement risqué. Pour moi, le principal risque géopolitique pour ces sociétés, c'est plutôt de travailler avec l'IFRI, voyez, ou de travailler avec la Fondation pour la recherche stratégique, enfin, qui elle-même est très liée au ministère de la Défense, ou avec d'autres instituts dont on a vu qu'ils se sont la plupart du temps totalement trompés à cause de cette grille, à la fois de cette grille idéologique et en même temps parce qu'ils sont avant tout des sociétés de communication qui sont là pour justifier la politique du gouvernement en question. Ils font plus d'analyse, ils font plus de propagande. On peut appeler ça de la propagande, c'est-à-dire qu'ils essayent de donner un contenu avec un vernis universitaire à des décisions qui sont catastrophiques pour la France. Et surtout, et ça on l'a pu juger également, une incapacité vraiment, à mon avis, grave pour ce genre d'institut à comprendre les enjeux économiques. Et on l'a vu notamment sur le cas des sanctions. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Stratpol, notre première vidéo sur le fait que les sanctions et la baisse du rouble puissent être une opportunité pour l'économie russe, elle date de février 2015 à peu près. Bon. Là, on commence seulement à en parler. Il y a eu un débat sur BFM TV qui était dans ce sens-là. Il y a eu un article dans Les Échos. Il y a eu, on commence un peu, la presse économique, parce qu'elle n'a pas le choix non plus, parce qu'elle ne peut pas raconter n'importe quoi, sinon plus personne ne va l'acheter, a expliqué. Il y a eu également un reportage sur France 24. Pourtant, France 24, c'est vraiment le ministère des Affaires étrangères français, c'est vraiment la voix de son maître. Qui ont commencé à analyser, à comprendre que les sanctions étaient sans doute et la baisse du rouble est une des plus belles opportunités que l'économie russe n'ait jamais eues depuis 25 ans, quasiment. Et ça, par exemple, ça n'a toujours pas été analysé par les instituts. Ou alors, et d'une manière, même s'ils l'analysent aujourd'hui, maintenant c'est une évidence. Donc même dans la presse anglo-saxonne, on lit des choses là-dessus. Donc normalement, le rôle de ces instituts, ça aurait été d'expliquer ça il y a 1 an et demi, en même temps que Stratpol, de dire attention, on fait pression sur la Russie avec des sanctions qui les satisfont pleinement. Donc, ça aurait été ça en fait le rôle de ces instituts. Donc on va tuer nos agriculteurs, on va sacrifier toute une partie de nos économies et en fait les Russes vont être ravis. Et bien sûr, visiblement, il n'y a pas de compétences vraiment économiques dans ces instituts. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent travailler pour des entités économiques comme des grosses sociétés françaises qui visent comme clientèle quand on est incapable de comprendre comment fonctionnent les sanctions et de faire une prospective tout à fait banale sur ce que ça peut donner. Vous savez, ils se tournent déjà vers. Il y a des professionnels, hein, donc ils font moins de publicité, mais vous savez, j'ai fait des notes d'analyse même pour des sociétés américaines. Donc, et pourtant, il suffit de me googliser pour savoir que, en tout cas, l'État américain actuellement, je suis plutôt défavorable. Mais simplement, généralement, quand il est question d'argent, eh bien, on se moque d'avoir une espèce de catéchisme moralisateur. On veut savoir ce qui va se passer. On veut savoir qui sera au pouvoir en Ukraine dans 6 mois.
Est-ce que l'économie ukrainienne va repartir ou pas? Est-ce que les sanctions vont être levées ou pas? Et dans ce cas, eh bien, on prend des spécialistes, dont je fais partie. Et donc ils n'ont pas attendu l'IFRI d'ailleurs pour faire de la prospective politico-stratégique. Et simplement, voilà, l'IFRI découvre ça. Mais encore une fois, pour moi aujourd'hui, le risque numéro un, pour être un peu méchant, le risque de l'IFRI est le risque géopolitique numéro un pour les entreprises françaises. Honnêtement, par exemple sur l'Ukraine, les Occidentaux avaient peu d'intérêt à une déstabilisation. Et même à ce que, par exemple, quand il y a des entreprises françaises qui se sont installées en Ukraine, qui ont construit des usines ou qui en ont racheté, c'était pourquoi? C'était pas pour avoir accès au marché européen qui est déjà saturé. C'était pour avoir accès justement à l'union douanière, au marché russe. Et donc aujourd'hui, en fait, ces investisseurs, ils ont un outil industriel en Ukraine, le marché ukrainien en plus s'effondre, et il y a des quotas, donc l'Ukraine ne peut pas exporter dans l'Union européenne tout ce qu'elle voudrait. Hein. Au bout de 15 jours en janvier, les quotas agricoles avaient été utilisés par l'Ukraine. Donc ils n'ont plus accès au marché russe, mais ils n'ont toujours pas accès au marché ukrainien. Donc et les sociétés françaises qui avaient investi là-dedans, effectivement, c'est une perte sèche pour elles. Alors est-ce que Monsanto aurait contribué à déstabiliser l'Ukraine pour pouvoir semer ses OGM dans le Tchernosium? Non, je ne crois pas. Je pense que les objectifs sont avant tout politiques et géopolitiques.